Mois de mars, mois de la femme, ou plutôt mois des droits des femmes. Les luttes pour les questions liées aux droits des femmes et à l'égalité entre les sexes ne se font plus compter de par le monde. Aussi, les tests juridiques et les lois répressives contre tout manquement à l'égard du respect des droits des femmes font légion. On a d'ailleurs tendance à trop crier au respect des droits des femmes aujourd'hui sans faire rappel aux devoirs des femmes. Au point même de voir certains confondent les questions relatives à l'égalité et à la parité. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Boulevard des femmes. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, nous nous penchons sur les nuances probables qui pourraient exister ou qui existent entre les concepts lutte pour les droits des femmes ou lutte pour la parité entre les genres. Bienvenue donc, installez-vous confortablement et recevons notre invité au fil rouge. Ancien employé de banque, Alimatou Badarou est titulaire d'un master en audit et finance d'entreprise et titulaire d'une licence en gestion immobilière. Après son court séjour dans l'institution financière, elle s'est mise à son propre compte en tant que chef d'entreprise et présidente d'une ONG de la place. Entre-temps, Dame Badarou a rejoint l'Hexagone pour renforcer sa formation en gestion immobilière. Elle a été d'ailleurs conseillère immobilière du Centre d'affaires des professionnels de l'immobilier Capifrance. L'actualité politique au Bénin. La réforme du système partisan a suscité en elle un déclic et cette détermination pousse la guerrière Alimatou Badarou à se lancer officiellement en politique. Elle participe aux élections législatives sur la liste du bloc républicain. Elle est élue députée suppléante de la 15e circonscription électorale. Au-delà de sa casquette politique, Alimatou Badarou est une passionnée de basketball, une pure bagarreuse sur le terrain. Les voyages, les balades, la lecture font partie de son quotidien. Disponible et prête à être utile pour la nation, des valeurs qui lui ont valu un court passage au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. Actuellement coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, c'est avec fierté qu'elle représente les braves femmes républicaines qui ont à cœur le combat pour le mieux-être de la femme béninoise aux côtés de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon. Une grande dame avec un profil aussi riche et des ambitions assez nourries ne peut que forcer l'admiration. Alimatou Badarou, bienvenue sur Boulevard des femmes. Bonjour Madame Adimi, merci. Moi, c'est Bamidele Gislaine Adimi. Et vous avez avec moi Mirabel Akbaki qui va nous guider dans la rubrique pour les femmes. À ses côtés, Anita Makos qui va nous faire voyager et découvrir la femme en vogue. Sauf que cette fois-ci, nous sommes restés au Bénin. Oui, Anita? On n'est pas allé loin. On est resté merci. Ici. Merci. Elle est voyager, justement. Alimatou Badarou est une féministe chevronnée et comme par hasard, elle est née en mars, et le 10 mars plus précisément. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Madame Adimi. Oh, le gâteau est là? Oui, il est là. Le gâteau, vous l'avez amené? Oui, on va le partager tout à l'heure. Avec du champagne, bien sûr. Sans alcool. Alors, dites-nous, avec tout votre parcours, que représente pour vous aujourd'hui le milieu politique, Madame Badarou? Merci. Le milieu politique, j'avoue que au début, je le craignais. J'avais beaucoup peur du qu'en dira-t-on si je venais en politique. Et puis après, j'ai fini par me familiariser. Mais il faut reconnaître que c'est très dur, le combat est très dur en milieu politique. Et donc, avant de venir, j'avais un peu de préjugés. Mais après, j'ai essayé quand même de m'y mettre. Vous allez constater certainement au début, je passais sur les chaînes de télévision pour beaucoup de débats. Et j'avais peur parce que, un peu comme dans beaucoup de corporations, on dit souvent que les femmes, pour pouvoir évoluer, il faut être prête à se donner avant d'évoluer. Donc ça fait que j'ai été très réticente au début pour venir en politique. Et quand j'ai décidé de venir, je me suis préparée en conséquence avec mes moyens pour ne pas avoir fait du couloir avant d'aller où je vais aller. Donc c'est cette détermination vraiment qui m'a poussée à aller
très vite. Mais ce n'est pas facile parce qu'en retour, on a des coups, parce qu'on est mal compris. Ah oui, il paraît que c'est une jungle, le milieu politique. Oui, on est très mal compris parce que ça pose l'éternel problème de la femme qui est tout le temps chosifiée. On nous regarde toujours comme une faveur derrière les rideaux. Et donc, face à ça, il faut être très déterminé, mettre au devant de la scène ses compétences, se battre réellement, prouver de quoi on est capable. Et donc, c'est ça qui a guidé, mais par cette détermination m'a permis de tout de suite dire où je veux aller, ce que j'avais envie de faire. Alors, on a eu dire que la politique ne réussit généralement que pour les femmes d'un certain âge, mais vous êtes relativement jeune. Racontez-nous un peu comment est-ce que vous en êtes arrivé à la politique. J'avoue que j'ai été encouragée aussi par le message de Son Excellence, le président Patrice Talon, parce que quand il était arrivé en parlant des droits de femmes, des réformes, il a eu à dire qu'il ne peut pas aller dans les maisons chercher les compétences et que les compétences se manifestent. Ça m'a fait un tic. Parce qu'en fait, j'ai vu que pendant longtemps, on a un profil qui nous montre que c'est un peu comme si c'est ceux qui n'ont pas réussi professionnellement qui ont tendance à prendre le couloir de la politique pour arriver. En effet, oui, oui. Et donc, c'est resté longtemps comme ça. Et donc, du coup, après, on est là à se plaindre quand les politiciens font des bavures, font des choses qui ne sont pas bien, on se plaint. Je me suis dit, bon, je crois que c'est le moment que même en politique, on peut avoir des talents. En politique, on peut avoir la crainte de Dieu. Et donc, convaincu que je peux me battre sur ce terrain, j'ai dit, j'y vais. C'est vrai que mes parents, mon père particulièrement, était réticent parce qu'il me dit, te connaissant, ton humeur et l'éducation que je t'ai donnée, je ne crois pas que tu pourrais aller là-bas et si tu vas en politique, tu vas te salir. Et j'ai dit à mon père, non, on ne peut pas rester tout le temps derrière à penser que bon, c'est ceux qui sont sales qui sont là-bas. Nous irons là-bas avec la crainte de Dieu que nous avons, avec la bonne éducation que nous avons pour leur montrer qu'on peut faire la politique de façon saine aussi en respectant les textes de loi, en faisant les choses de façon plus saine, parce que j'ai vu à l'extérieur, on voit en France que les gens font. C'est vrai qu'on parle d'une mafia, mais en réalité, quand vous regardez, la vraie politique même, c'est le respect des droits, des textes, des droits humains. Pourquoi est-ce que c'est chez nous au Bénin ici, qu'on tord les textes, on voit les textes, on les renverse et on dit qu'on fait de la politique. C'est grave, on salit la politique. Et donc j'ai dit non, je vais prendre ma part de responsabilité et montrer qu'on peut faire la politique aussi autrement. Et surtout que nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est dans les réformes, qui aussi, il est vraiment entre deux générations. Donc, il se met à jour, c'est moderne, profitons-en, il nous donne de la matière et on en profite. Alors, depuis que vous êtes rentré dans l'arène de la politique, dites-nous comment est-ce que vous gérez votre carrière et quelles sont vos ambitions pour le futur? Alors, je peux dire que plus ou moins ça se passe bien et je reconnais que c'est pas facile, mais nos patrons, nos responsables nous font confiance. Et donc, vous avez vu que récemment, on m'a confié la tête, j'ai été désignée à notre Assemblée générale constitutive coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines. Donc, je suis fière de représenter ces braves femmes républicaines. Bravo. Oui, merci. Et donc, ça me donne du punch davantage pour me battre pour la cause de la femme. Et donc, dans ce combat, c'est vrai que je rêvais de siéger à l'Assemblée. Bon, je suis députée suppléante. Je partage beaucoup de choses avec mon titulaire. Et donc, je rêve vraiment qu'on puisse quand même améliorer des lois en faveur des femmes. Parce que j'ai constaté quand même qu'il y a une certaine discrimination qui continue de persister au Bénin. Je donne un exemple tout bête. Quand vous êtes en France et que vous êtes marié, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des égards, je veux dire, de vous égarer et d'engrosser une femme dans la rue et de circuler tranquillement. Vous savez que la sécurité sociale, on va vous rechercher tout de suite. Alors qu'ici, combien de filles, de femmes sont engrossées et abandonnées à leur sort. Et abandonnées à leur sort. Et si vous allez au marché, combien de mamans sont mères et pères? Et la loi ne les protège pas. La loi ne regarde pas la femme qui joue les deux rôles à la fois. Si elle est fonctionnaire et qu'elle a un salaire, elle peut démontrer peut-être qu'elle est la seule au foyer. Donc, on va lui faire quelques abattements au niveau de son salaire pour lui éviter de payer plus d'impôts. Mais et les autres qui sont au marché? Et les autres qui ne sont pas des fonctionnaires, qui franchement, quand vous vous approchez, c'est à travers la politique que je me suis rapprochée de la société davantage et je me rends compte de la misère quotidienne des filles, des mères, des femmes abandonnées. Si vous voyez 10 femmes, c'est à peine 3 qui sont sous le toit et puis les autres, elles sont
Et ça crée davantage la pauvreté. Et quand ils n'arrivent pas à assumer, les enfants sont livrés aussi à la vie de débauche. Et puis ça se perpétue, le fléau se renouvelle. Et donc, les droits de la femme, les droits de l'homme n'encadrent pas ça bien. Et les droits des enfants aussi sont bafoués. Donc ça me révolte un peu de temps en temps. J'avoue qu'à vous écouter, Anita et Mirabel vont rapidement entrer en politique. Hein? Oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien savoir, après tout ce constat sur le terrain, qu'est-ce que vous envisagez en tant qu'acteur politique? Oui, j'avoue déjà qu'au quotidien, quand même, dans nos projets en tant que femmes, puisque vous avez vu la réforme du système partisan a fait naître des organes de masse, dont l'Organisation des femmes républicaines, OFR, dont je suis la coordonnatrice. Donc, nous faisons, si vous voulez, des actions sociopolitiques, je vais dire, parce que nous versons plus dans le social, à savoir être proche de nos femmes au quotidien. Nous n'allons pas attendre la veille des élections avant de nous rapprocher d'elles pour demander leur électorat. Donc, leur quotidien nous préoccupe, la formation, l'autonomisation. Donc, c'est déjà à travers ça qu'on s'est dit qu'on va s'investir pour leur donner des conseils et les suivre, en attendant de parler à nos élus, de voir dans quelle mesure ils peuvent mettre les lois en faveur. Mais bien évidemment, quand je parle déjà avec certains députés, je sens qu'ils disent, je rêve, quoi, parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà... parce qu'ils pensent qu'ils règlent des problèmes de société en ayant plusieurs bureaux. Et donc, si nous voulons aller très dur comme ça, ce sera en notre défaveur. Et donc, je dis qu'à cela ne tienne, votez-nous des lois alors qui couvrent aussi celles qui est dans la rue. Exactement. Hein, qu'on soit libre de dire qu'on veut prendre 2 femmes, on veut choisir la polygamie ou pas. Dans ce combat, moi, ça me préoccupe en plus en tant que femme musulmane. Nous sommes préparés parce qu'on dit que l'homme peut aller au-delà d'une femme. On dit que vous pouvez les prendre si vous êtes sûr de les aimer de la même manière, c'est dans le courant, c'est humain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le code de la famille dit, oui... Là, il y a une certaine sécurisation pour une toutes seule les femme. femmes. Voilà, maintenant toutes si les on femmes ouvre... prises par, voilà. par cet homme. Voilà, maintenant si on ouvre, c'est au choix. Parce qu'on peut s'entendre, vous et moi, Madame Adimi, si nous sommes d'accord de partager le même époux, ben on va devant la loi dire nous sommes d'accord. Moi, si j'accepte, je vais vous arracher votre époux, hein, madame. Non, mais c'est pas grave, là c'est notre concours, on verra bien. Mais au moins déjà psychologiquement, les femmes commencent à se préparer parce qu'aujourd'hui on refuse un fait qui se fait dans la société de façon dramatique. Et quand ça devient important, ça devient un problème d'autres publics et que l'État doit se saisir et voir. Parce que je vous assure, hein, quand vous voyez les dégâts, mon Dieu, je crois que l'Église catholique aussi ne serait pas d'accord de ces dégâts. On ne doit pas contribuer à ces dégâts. On dit que la société est telle qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues plus nombreuses et que non, l'équilibre ne peut pas se faire. Bon, alors, si on s'entend, puisque c'est une question de maturité, on peut y aller, mais qu'on ne nous impose pas pour dire que c'est ça, et puis après, les dégâts sont énormes, parce que même celle qui est mariée officiellement n'est plus heureuse, même ses enfants ne sont pas heureux. Donc, finalement, ça sert à quoi? La prospérité partagée, on peut y réfléchir. Nous sommes des femmes modernes, n'est-ce pas? Bon, c'est pas tout à fait évident. Hein? J'ai quand même une question. À écouter Madame Badarou, à vous écouter, je sens beaucoup de détermination, je sens en vous l'envie de contribuer quand même à l'épanouissement en Christ des femmes et puis de la société. Est-ce que vous pensez que votre nouveau profil au niveau du bloc républicain, est-ce que ça vous suffit déjà pour commencer pas à pas à mener votre combat, ou vous pensez qu'il y a encore quand même des marches à gravir? Est-ce que vous vous contentez juste de ça, ou vous dites, bon, en étant là, je peux quand même essayer de continuer à aller sur la voie que j'ai choisie, à apporter ma pierre à l'édifice de l'épanouissement en général? Oui, bien sûr, évidemment, puisque, comme vous le savez, j'ai une organisation assistant bien aux couches défavorisées. À travers cette organisation, on fait pas mal de choses. C'est juste qu'on partage un peu la douleur, la peine des femmes au quotidien. Bon, c'est vrai que si on avait plus de responsabilités et qu'on avait plus de pouvoir de décision, c'est mon rêve. Je pourrais agir mieux. C'est d'ailleurs pour ça que tout ça fait partie de ce qui me pousse en politique, parce que dans les organisations non gouvernementales, on agit, on parle, on fait beaucoup de choses, mais on n'a pas le pouvoir de décision. Exactement. C'est Donc, pour ça qu'il faut aller dans en les politique, instances il faut aller dans les instances et aller voir les lobbies pour voir comment on peut influer. Voilà. Et donc, quand on a l'occasion, on ne rate pas. Mais quand on voit le président de la République, on ne rate pas de leur dire ce qu'on veut. Et puis voilà. C'est bien de lutter pour nos droits. C'est bien de militer en faveur des couches défavorisées, notamment des femmes qui n'arrivent pas à faire porter leur voix. Nous sommes la voix des sans-voix, comme on le dit. Et justement, Boulevard des femmes parle aujourd'hui des questions des droits des femmes et de la parité entre les genres. Notamment, la nuance à établir entre les deux concepts. S'il y en a, selon vous. Alors, Madame Badarou, dites-nous, s'il y a question de savoir s'il y a une nuance entre les deux concepts, que répondriez-vous?
Je ne crois pas qu'il y ait une nuance, je crois qu'elle se complète parce que d'abord, quand on parle du droit des femmes, c'est d'abord le droit humain, le droit fondamental concédé dans tout le monde entier parce que la femme comme l'homme naissent de façon égale. Et donc, elles ont les mêmes droits. Et donc, c'est parce qu'on a constaté des disparités pas en droit, parce que quand on vous parle des femmes, il y a des disparités, que ce soit dans les pays européens, entre eux d'ailleurs, avant de dire encore le Nord par rapport au Sud, les pays sous-développés. Et donc, les pays qui ont fait beaucoup d'efforts, ce sont les pays de la Scandinavie. Ils sont nombreux, par exemple, du côté de la Finlande, tout ça, ils ont osé. Toujours est-il que les droits des femmes ont toute une histoire parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne respectent plus les droits humains. Et on brime les femmes. Il y a des femmes qui sont violentées, surtout dans les zones de guerre. Elles sont des esclaves sexuels. Et il y en a qui sont violées, il y a des mutilations génitales, il y a plein il y a des mariages forcés, il y a beaucoup de fléaux auxquels sont soumis les femmes. Alors, il y a quand même, il y a quand même certains aspects, ou certains regards qui font aujourd'hui que les gens bafouent ou bien renient totalement quand on parle de parité. Par exemple, la femme qui dit qu'elle veut être à l'égalité avec son homme à la maison. C'est dans ce contexte que nous voulons justement parler. Ah, d'accord. Non, je crois que sur ce plan-là, il ne faut pas se leurrer. Parce que vous savez, quand on commence par dire ça, les hommes commencent par nous regarder, ils sont plus galants. Ouais. En tant que femme, d'un point de vue spirituel, on sait que nous concevons, nous donnons la vie aux hommes. Donc, nous sommes maternels, nous avons de l'amour. Nous, on est fait pour ça. Nous, on n'est pas fait pour faire la guerre ou bien pour tenir la tête à l'homme. Et d'ailleurs, on dit dans la création aussi qu'on a 7 côtes et qu'ils en ont 9. Et je sais même très bien que même à la maison, quand on a un petit garçon de 10 ans qui a un cancrelat, bien quelque chose en panique, c'est le petit garçon qui vient sauver sa maman ou ses soeurs, tu vois. Donc, il y a déjà ces petits trucs qui font qu'on ne peut pas dire qu'on est égaux avec l'homme. Non, sinon, la sémantique, ça n'aura plus sa beauté, en fait. Mais c'est juste qu'on réclame, qu'on nous considère un peu, que nous sommes un plus pour la société. Nous avons des capacités de faire ce que les hommes font. Or, eux, ils ont tendance à nous régler au second rang, à ne pas voir nos capacités, à ne pas profiter de nos capacités. Parce que reconnaître l'égalité entre l'homme et la femme, c'est trouver une clé pour le développement de toute nation. Et ça commence par être prouvé de plus en plus de nos jours. Donc, il n'est pas question de jouer au féminisme, à tenir la tête à son homme, ou bien à montrer que oui, moi, mais je suis si. Et du coup, il y a des femmes qui font ces maladresses et les hommes pensent que, oh, parce que je laisse ma femme aller travailler, donc du coup, elle commence par me manquer de respect. Exactement. Il y a même des belles familles qui vont même juste rester à côté de leur enfant pour dire que ta femme ne doit pas travailler parce que sinon, elle ne va plus te respecter. Donc, voilà. Donc, nous avons un effort à faire pour éviter qu'on nous caractérise comme ça. Parce qu'une femme qui est instruite, qui travaille, elle vient en appui pour sa famille, elle éduque de bons enfants pour la société, elle vient en appui sur l'activité économique. Et vraiment, c'est tout un avantage autour. Parce que vous voyez, quand les femmes ne sont pas instruites pour allaiter un enfant, certes, elles arrivent à allaiter, à faire tout, mais il y a de petits gestes qui leur échappent. Quand on est éduqué, quand on est bien instruit, on a un plus qu'on apporte. Mais malheureusement, la société interprète mal. Donc, nous avons un devoir. C'est à nous de montrer qu'on n'est pas émancipé pour tenir la tête à l'homme. Alors, plutôt que de parler donc d'égalité, quand on parle de complémentarité, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, je préfère la complémentarité. Je trouve que c'est le mot qui est plus indiqué. L'homme et la femme sont complémentaires dans la société. Donc, que ce soit en entreprise et ou bien que ce soit lors de prendre de désigner des femmes en ce qui concerne la représentativité ou la représentation, on ne dit pas de nous donner 50-50. Si 1000, si on a 400, c'est déjà bien. Si vous nous donnez 700, c'est tant mieux. Mais sur 1000 qu'on ait 10, ça dénote de quelque chose. Donc, c'est de comprendre que les femmes sont complémentaires. Il faut que les hommes comprennent ça, que nous sommes complémentaires, nous nous aidons. Et surtout que toute nation qui encourage la représentativité de la femme a tout à gagner parce que nous sommes porteuses de bonnes vertus en matière de gestion financière et tout. C'est-à-dire, nous ne sommes pas souvent dans les gros coups parce que nous avons l'amour. Alors moi, je dirais que c'est déjà au niveau des messages de sensibilisation qu'il faut déjà faire comprendre aux femmes les manches de la lutte à apprendre. Il ne faut pas aller et demander la parité ou l'égalité tout de go, mais il faut savoir ce qu'on cherche exactement. Il y a l'éducation des filles à la base. Ça. À la base, il faut leur inculquer certaines valeurs. Elles grandissent avec, et puis après, ce n'est plus un débat. Alors, au regard de tout ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que le message a été biaisé au départ de cette lutte? Non, le message n'a pas été biaisé. C'est juste que, malgré que les lois sont votées, et qu'on sait que même au Bénin, la loi fondamentale, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi.
Mais les hommes continuent quand même de faire semblant de ne pas comprendre et de tricher. Et donc, c'est partout comme ça dans le monde entier, que ce soit en France, tout n'est pas équilibré, il y a toujours quelques trucs. Mais les combats doivent continuer parce que, vous savez, l'écart était déjà de plus d'un siècle, en fait. Donc, pour rattraper cet écart, il faut du temps. C'est ce qui justifie. Le combat, on doit toujours le continuer parce que ce n'est pas encore équilibré. Si vous faites, on fait des classements aujourd'hui, vous allez voir, je remercie Dieu parce que le Bénin n'est pas parmi les nuls, les derniers, les 20 derniers de l'Afrique subsaharienne. Heureusement, il y a des efforts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on salue vraiment le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, qui vient de nous prouver davantage que nous pouvons faire autant que les hommes en désignant une colistière qui est une femme. C'est une première pour nous au Bénin. C'est la première fois que la femme va monter à ce niveau de responsabilité. Vous voyez? Donc, c'est l'ère de la femme béninoise. Donc, c'est pour dire que le combat paye toujours parce qu'on continue. On est arrivé là. Et maintenant encore, qui nous a permis de la réforme à travers la Constitution et touchée récemment, la réforme du code électoral qui fait que désormais nous aurons au moins une femme dans chaque circonscription électorale. Vous avez vu, on n'est que 7 à l'Assemblée. Ça veut dire que la prochaine Assemblée, nous allons avoir au moins 24 femmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce jour, les femmes soient encore faiblement représentées dans les instances de décision? Pour vous qui êtes déjà dans le secteur, qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il y a aussi un autre phénomène, des femmes qui ont peur. Elles ont peur. Il faut que les femmes chassent la peur. De quand dira-t-on, ma belle famille? Parce qu'on passe notre temps à penser que être dans un foyer, c'est vrai que la société respecte quand vous êtes marié. Mais aujourd'hui, avec le monde moderne qui vient, être marié n'est plus un prestige. On reste dans le mariage si on est heureux. Si on n'est pas heureux, la vie continue. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire « je n'ai pas la permission de mon mari pour faire la politique, je ne peux pas » et donc ça fait... Oui. Après, c'est l'éducation aussi qu'on a donnée aux hommes. Vous savez, c'est pour ça que nous autres, nous avons la responsabilité d'éduquer nos garçons, de leur expliquer que la femme a les mêmes droits qu'eux. Parce qu'on a tendance à dire, quand il s'agit de faire les activités de la cuisine, on appelle la fille, c'est toujours lui, le garçon, il est devant la télé, il joue, tout ça là. Donc quand il va grandir, il va traiter sa femme comment? Il ne peut que traiter sa femme comme ça. Donc nous avons la responsabilité de commencer par enseigner cet amour aussi à nos enfants garçons pour qu'ils grandissent avec des réflexes comme ça, à savoir que ma soeur, comment nous avons des droits. C'est pour ça, bien sûr, tous les hommes ne sont pas comme ça. Il y a des hommes exceptionnels que vous voyez qui aident leur femme à la cuisine, qui participent et qui encouragent même sa femme à aller en politique. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai le support de mon partenaire pour aller en politique. Donc, ça me rassure. Parce que de toutes les façons, s'il n'est pas d'accord, chacun pourrait faire son chemin de toutes les façons. Parce que, vous savez, on est né reine dans notre famille. Et donc, si un homme ne peut pas te porter reine, il vaut mieux rester dans ta famille. Donc, tu as un plus. Donc, il y a c'est-à-dire, il faut que les femmes aient ce courage-là. Ensemble, c'est une question de volonté. Avancer. Oui, voilà. Décision personnelle. Voilà, exactement. Ben voilà, dans la rubrique pour les femmes, Mirabel Akbaki a quand même recueilli les explications et précisions d'un spécialiste sur les questions des droits humains. Ghislaine, c'est vrai, et vous le savez d'ailleurs, le combat pour l'émancipation des femmes s'intensifie à travers le monde. Il n'y a pas que le Bénin qui s'active dans ce sens. Et sur toute... Et aujourd'hui, sur le boulevard des femmes, nous nous intéressons à la forme qu'il faut donner à la lutte pour parvenir à un équilibre paritaire, même si c'est un peu trop dire. Nous sommes en début de 3e millénaire, on se dit que les choses doivent évoluer. Alors, pour mieux comprendre le phénomène, nous avons interrogé Miguel Hueto, elle est juriste et spécialiste des droits humains, donc c'est elle qui nous éclaire sur la problématique. Le respect des droits des femmes dans certains secteurs, si je prends le milieu professionnel, la parité va faire intervenir la notion d'égalité salariale. Et on pourra parler de à niveau égal, travail égal, salaire égal. Donc, pour moi, le combat féminin, c'est non seulement pour le respect des droits des femmes, mais aussi pour la parité. Et évidemment, ce combat ne se limite pas exclusivement à la cause des femmes ou des filles, je veux dire du genre féminin, mais ce combat s'étend à tous les autres genres parce que justement, pour faire l'équilibre, il faudra que tous les gens puissent se voir mieux lotis dans les différents secteurs. Mais
La parité, justement, requiert qu'un même traitement soit fait à deux personnes, fût-elles de sexe masculin ou féminin, qui se retrouvent dans les mêmes conditions. Je prends un exemple. Nous sommes dans une administration. Voilà un homme qui exerce au poste de secrétaire et qui gagne un montant donné, qui vient le matin à 8 h et qui doit rentrer à 17 h. Et la femme, au motif qu'elle est, pour différentes raisons, on va dire ça comme ça, on a pu constater, parfois, elle est au même poste, mais au surplus, on va lui demander, comme on l'observe dans certaines surfaces, de faire l'appât pour les clients, de danser, de les attirer, alors qu'on ne demande pas forcément ce même type de travail supplémentaire à l'homme. Donc la parité requiert simplement que lorsque l'on traite l'homme de telle manière et que la femme est dans les mêmes conditions, on puisse traiter la femme aussi de cette même manière-là. Oui, elle est différente de l'égalité. Quand on parle de l'égalité de droit, c'est pour dire que nous sommes, quand on évoque la question des droits, nous bénéficions de tous et toutes des mêmes droits qui sont reconnus par la Constitution et par les conventions internationales auxquelles la République du Bénin est partie. La parité doit pouvoir étendre ses tentacules dans toutes les sphères. Quand on se retrouve dans le milieu familial, vous voyez, la parité va exiger par exemple que l'éducation, le type d'éducation que l'on donne à la petite fille, qu'on puisse donner le même type d'éducation aux garçons. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on va familiariser les deux sexes, donc les deux personnes, avec les différents droits qui sont reconnus à l'être humain, indépendamment de tout type de sexe et de tout genre. Donc, entre l'homme et la femme, si vous voulez, dans le couple, tout dépend de comment la famille est bâtie. Mais quand on se place exclusivement du côté de la loi, évidemment, il faudra faire en sorte que les charges du ménage puissent être dispatchées, que l'homme puisse concourir à subvenir à ça, mais aussi que la femme aussi puisse le faire. Et on parlera de complémentarité. Évidemment, cette complémentarité n'aura pas la même proportion d'un foyer à un autre, parce que dans certains milieux, c'est la femme qui travaille et qui ramène plus de revenus que l'homme, et ailleurs, ça va être différent. Donc, il y a une forme de diversité et il faudra s'adapter à chaque fois. Et parfois, vous savez, la loi, comme on dit, il y a la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est justement de travailler à ce qu'on arrive à un certain équilibre dans la société, qu'un genre ne prime pas sur un autre et qu'en convoquant la notion aussi d'équité, par moment, l'on puisse corriger les travers qui existent. On est en 2021, oui. Le combat féminin, il a démarré il y a longtemps. Des progrès ont été faits. La preuve, aujourd'hui, nous avons une panoplie de tests qui donnent l'illusion que les droits des femmes au Bénin sont mieux reconnus et mieux protégés. Et malgré cela, il y a toujours une certaine forme d'inégalité que l'on va rencontrer dans les diverses communautés. Et c'est ce qui appelle justement au fait que, ce qui induit justement qu'il y a encore des droits pour les femmes béninoises et les filles béninoises à conquérir et à défendre. Et quelles sont les types de droits? Déjà, il y a les violences sexistes et violences sexuelles aussi. Donc, c'est de travailler justement à évincer ces genres de stéréotypes, ces genres de comportements, parfois de propos qui vont être sexistes, qui vont être sexuels. Et aussi les différentes formes de discrimination qui continuent à avoir cours dans nos maisons, dans nos communautés, dans nos cités. C'est peut-être de mettre plus de lumière sur les femmes qui se retrouvent dans différentes sphères à être au devant de la scène. C'est peut-être aussi de continuer de travailler à promouvoir ces femmes-là qui peuvent constituer des modèles, ou si vous voulez, qui peuvent montrer le chemin et susciter l'engagement et la détermination chez les petites filles, chez d'autres femmes, à se mettre résolument au travail et d'abord à se faire confiance
et à savoir qu'elles sont capables de faire ce qu'elles désirent. Et puis, chose importante à mon sens, c'est vraiment de travailler à ce que les femmes s'engagent dans les sphères qui les intéressent. Que ce ne soit pas du suivisme. Parce que quand c'est le cas, il arrive toujours un moment où elles ont des difficultés à avancer. Vous avez beau les motiver, vous avez beau leur donner du punch tout le temps, ça ne suit pas. Mais quand c'est quelque chose qui leur tient à cœur, qu'elles aiment, qui à la limite, si le virus de ce qu'elles dédisent, de ce qu'elles ont envie de faire les prend, il n'y a pas de raison, quels que soient les obstacles, que ces femmes, instruites ou pas, encore une fois, puissent être au devant de la scène, vraiment s'engager. La relève, elle est là. C'est vrai que ce combat de plus en plus prend d'autres formes, avec une nouvelle façon de faire, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec différents canaux. Et c'est sûr que les nouvelles stratégies heurtent aussi beaucoup de sensibilité dans notre pays. Oui, le combat féminin va se poursuivre, peut-être pas sans heurts, peut-être pas sans défis, mais il va se poursuivre. C'était donc Miguel Cueto. Elle est juriste et spécialiste en droit humain. Et Madame Badarou, vous l'avez écouté, mais moi je voudrais quand même revenir sur vous et sur vous-même, vos appréciations, votre regard aujourd'hui personnellement sur les combats qui se mènent pour les femmes et les combats qui se mènent par les femmes elles-mêmes. Oui, j'avoue que je tiens à féliciter vraiment ces braves femmes qui ont fait le combat depuis des années. Vous avez vu, je crois, c'est en 1977 qu'officiellement, on a validé la Journée internationale de la femme au niveau des Nations Unies. Alors donc, il s'agit de célébrer, d'encourager le combat pour l'amélioration de la situation des femmes. Moi, je tiens à féliciter toutes ces femmes, braves femmes à travers le monde entier et dire que nous allons continuer, même si nous-mêmes, on ne s'érige pas dans l'histoire, comme il y a des références, mais on va continuer de faire, elles ont été des modèles, on va continuer de faire le combat, on ne va pas se décourager. Je voudrais dire à nos sœurs de croire en elles, de continuer de croire en elles, parce qu'il faut dire que ce phénomène qui nous arrive, nous aussi, nous avons contribué. Nous contribuons d'une façon ou d'une autre sans nous en rendre compte. À savoir que quand on vient, on a déjà peur, et on se dit... oui, bon, comment est-ce que ça va se passer puisque je n'ai pas de droit? Et on pense même parfois, est-ce que si je donne des faveurs, justement, est-ce que ça ne va pas faciliter la tâche? Et on doute, et puis donc du coup, les hommes en profitent aussi. Parce que, à la fin, moi, je dis, si ça continue de persister, c'est un message que je lance aux hommes. Si vraiment les hommes qui ont des postes de responsabilité, s'ils sont conscients de vouloir aider les femmes, qui regardent ces femmes comme leurs filles. Parce que vous investissez sur vos enfants, vous les envoyez à l'école, ils deviennent des cadres. Vous n'allez jamais supporter qu'un patron la harcèle pour lui donner ce qu'elle mérite. Alors que vous-même, vous êtes patron et vous faites ça à d'autres. C'est contre nature et c'est pas bon. Donc, il y a ce phénomène qui ne dit pas son nom. Et on dirait qu'ils font exprès. Ils savent très bien que la personne a droit, au lieu de lui donner, mais parce qu'on la voit en position de vulnérabilité. De vulnérabilité, donc pour qu'elle vienne peut-être donner des faveurs ou bien indirectement pour qu'elle comprenne le message. Donc tout ça, c'est pas bon, c'est des harcèlements qui disent pas leur nom. Et donc il faut que les gens aient la crainte de Dieu et éviter de faire ça parce qu'on doit construire une société ensemble. On a des enfants, même si vous n'avez pas de femmes, d'enfants-filles et que vous avez des garçons, ces garçons aussi vont enfanter et vont avoir des filles. Donc tout ce que nous faisons comme bon geste à l'endroit des femmes, nous le faisons pour nos familles, pour la société, nous contribuons au développement de la société. Et donc nous autres les femmes, nous allons arrêter d'avoir peur, de prendre notre part de responsabilité. Comment les femmes se sont lancées en politique dans l'histoire pendant les guerres? C'est parce que les hommes étaient tous partis à la guerre. Et justement, nous avons un message d'hommage que nous avons vu sur les réseaux sociaux qui m'a plu et j'ai voulu partager avec vous. Nous le savons bien, le combat féminin date de plusieurs décennies avec des pionniers identifiés et reconnus un peu partout dans le monde. Un hommage vibrant a été rendu à travers les réseaux sociaux aux femmes qui ont fortement marqué les combats des femmes et notamment la Nigériane Funmilayo Ransome Kuti, elle s'appelle, et on l'a surnommée la mère des droits de la femme. Et voici cet hommage que je voudrais donc partager avec vous.
what are you going? To ba fesebe o milo malo. If you want cook soup, now what are you going? Tori bangbo na o mi lero re o. If your head is hot, now what are kukulam? Tomo banda ba o mi lo malo. If your child they grow, now what are him going? If water kill your child, now what are you going? C'est un hommage pour dire aux femmes, comme le disait tantôt Madame Badarou, que les femmes doivent savoir ce qu'elles veulent, elles doivent savoir lutter, elles doivent savoir s'imposer par elles-mêmes et que les luttes, qu'on ne se trompe pas de lutte, on lutte pour avoir nos places dans la société, mais pas pour rivaliser avec les hommes. Et nous entrons dans la troisième rubrique de notre émission. Et c'est la rubrique Femmes en vogue. Et nous vous proposons ici le portrait d'une autre femme aussi politique, mais avec un parcours professionnel et social qui impacte. Voici Mariam Tchabitalata Zimeyerima sous la plume et la voix de Ariane Da Silva dans Femmes en vogue. Seule femme élue sur la liste de l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale lors des élections législatives de 2019, Mariam Tchabitalata Zimeyerima est la première femme à occuper le poste de vice-président de l'Assemblée nationale dans l'histoire du Bénin. Elle accède au Parlement comme suppléante du ministre de l'Intérieur Saka Lafia. Femme politique engagée depuis plusieurs années, ancienne conseillère municipale de Parakou, Mariam Tchabitalata Zimeyerima œuvre pour l'émancipation de la femme. L'actuelle première vice-présidente de l'Assemblée nationale a d'ailleurs été présidente de l'Union des femmes élues conseillères de la Liborie, du Borgou et des Collines. Enseignante de philosophie de carrière, Mariam Tchabitalata Zimeyerima a été censeur du CEG Hubert Maga de Parakou et directrice de l'enseignement secondaire avant d'accéder au grade d'inspectrice de l'enseignement secondaire. Son entourage l'a décrit comme une femme laborieuse et rigoureuse avec un franc-parler. En cas de victoire de Patrice Talon à la présidentielle de 2021, Mariam Tchabitalata Zimeyerima, née le 7 juillet 1963, sera la première femme à accéder au tout nouveau poste de vice-président de la République. Une première dans l'histoire politique du Bénin. Les commentaires fusaient de toutes parts ici, hein, elle est? J'ai dit qu'elle est comme un volcan qui dort, parce que c'est une femme en apparence simple, qui ne se complique pas la vie avec des artifices, qui est même très, très, très simple, mais en qui on sent quand même une certaine rigueur, une certaine force, et qui, selon moi, pourra relever ce challenge-là d'être la première femme vice-présidente du Bénin. Voilà. Mirabel l'a trouvée comment? Ouais, j'ai été impressionnée un peu par sa carrière. On ne la connaissait pas. La politique l'a révélée et il faut dire qu'elle a eu au plan national et local également à occuper des rôles administratifs. Et c'est superbe de voir une femme accéder à ce point ou à ce niveau-là. Et je salue aussi toute la discrétion dans laquelle elle s'est construite. Parce qu'on ne la connaissait pas, c'est maintenant qu'on fouille un peu et on découvre tout ce qu'elle a à son actif. J'aime bien cette discrétion dans laquelle elle s'est développée et puis, pim, elle se révèle. Et bim, elle s'est révélée. Madame Badarou la connaît certainement mieux que vous. Non, mais j'avoue que tout comme vous, je l'ai découvert aussi. C'est surtout pendant la tournée avec le chef de l'État que je l'ai découvert davantage. Et j'avoue qu'elle est vraiment le prototype de la femme béninoise quand vous la regardez. Oui, et en plus, dans son naturel, tout ça, très pondéré. Et en plus, j'ai appris que quand elle était censeur, ou je ne sais pas, surveillante, enfin, c'était surveillante. En tout cas, elle a occupé voilà, un poste comme ça dans un lycée apparemment. Et que quand, par exemple, un élève engrosse sa camarade fille et que la fille ne vient pas à l'école et que
elle renvoyait le garçon aussi. Et quand les gens ont dit ça, ça impressionnait les gens, ils en parlaient. J'ai dit, ah, mais ça, c'est très bien, parce qu'en réalité, c'est dans le code, je crois, des enfants. Si, par exemple, vous avez des enfants qui... Fille et garçon, et que la fille tombe enceinte, et la fille, elle, on peut la renvoyer parce qu'elle est tombée enceinte, mais on ne va pas chercher le garçon qui l'a enceinté, ou bien ses parents se dépêchent de l'envoyer à l'extérieur, un truc comme ça, alors que la loi dit que c'est les deux normalement qui sont. Donc, il faut avoir mis ça en application. Ça m'a beaucoup plu. J'ai dit, on a une chance là d'avoir Madame Talata, parce qu'elle nous fera respecter beaucoup de droits de femmes qui sont brimées. Et donc, on va travailler beaucoup avec elle, Inch'Allah, que Dieu nous prête vie et que tout se passe bien, et qu'elle a toute une mission à jouer pour la nation béninoise. Et donc, j'espère qu'elle nous entend, qu'elle sait que nous, les femmes, on va la bousculer. On aura sûrement l'occasion de lui porter tous ces messages. Voilà, mais j'ai aussi une anecdote d'elle. Il paraît qu'un jour, en venant au cours, c'est pour dire combien elle est aussi maternelle, une vraie femme africaine. En venant au cours, elle a pris la leçon de s'occuper de son bébé et elle est venue en classe avec les chaussons de son bébé en main sans s'en rendre. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est ces élèves en philosophie. C'est ces élèves en philosophie qui m'a raconté. Ça m'a vraiment émue. J'ai dit, ben voilà, de ces gens de rire. C'est la preuve que nous, les femmes, malgré notre rôle de mère, malgré notre rôle d'épouse, on peut toujours aller au-devant de ce que nous avons fait et ce que nous savons faire le mieux. Voilà. Alors, on va évoluer, on ne va pas trop traîner, puisqu'on aura sûrement la chance de revoir Maman Talata et peut-être même, pourquoi pas, la voir ici en invité fil rouge de ces matins sur notre émission. La tâche d'encre du jour est une spéciale dédicace à toutes les femmes. Nous allons de dédicace en dédicace. Une déclamation signée Jamil Mamangao, slameur écrivain. Tâche d'encre. La femme est son propre avenir. Elle n'a besoin de contenter aucun autre désir que celui qu'elle ressent intérieurement. La femme est son propre avenir parce qu'il faut se nouer à son intérieur pour suivre le chemin de sa voie. La femme doit trouver en elle le droit et même le devoir de chercher à s'accomplir d'abord par ses principes, d'abord par ses convictions, d'abord par ses envies, d'abord par ses projections, d'abord par son besoin de se trouver. Parce que son âme est dans l'être qu'elle doit retrouver. Parce que son avenir est dans la conviction qu'elle met dans chaque sentiment qu'elle confie à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut, à ce qu'elle voit, à ce qu'elle veut et à ce qu'elle vaut. La femme est son propre avenir. Elle n'a pas besoin d'essayer de ressembler à ce que les autres attendent d'elle. Elle n'a pas besoin de sembler, ressembler à ce que tout le monde voudrait qu'elle puisse devenir. Il faut qu'elle trouve le chemin qui mène à son âme. Il faut qu'elle transpire avec la sueur de ses convictions. Il faut qu'elle arrête de regarder et d'écouter ce que les autres attendent. Il faut qu'elle s'entende et qu'elle s'écoute pour qu'au fond d'elle-même s'éteignent tous les doutes. La femme est son propre avenir. Elle a le devoir de se recentrer sur elle-même. Elle a le devoir de vivre avec ce qu'elle a envie pour réussir à s'accomplir. La femme est son propre avenir. Et ce n'est qu'ainsi qu'elle transformera la société. La femme est son propre avenir. Le message est clair et on est toutes unanimes là-dessus. Vous aussi, je suppose. On évolue.
Encore un cadeau pour les femmes. Et cette fois-ci, c'est dans la rubrique recettes et astuces. Et c'est Fifamé Salomé Atadeji qui nous propose des astuces pour nouer facilement la cravate à nos hommes. Oh, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour eux. Mais aussi pour nous rendre élégantes à travers le nouage de nos foulards au cou. Recettes et astuces. Fans de Boulevard des femmes, aujourd'hui nous vous faisons découvrir comment faire un nœud de cravate en 10 secondes. Prête? C'est parti! Étendez votre cravate comme ceci. À l'aide de votre main droite, prenez la partie la plus large et pliez-la comme cela, de façon à créer une première boucle. Faites de même avec la partie la plus fine, mais cette fois-ci dans le sens opposé. Vous obtenez 2 boucles. Tournez votre main par-dessus et saisissez la boucle de la partie la moins large de la cravate. Tournez votre main comme ceci. Faites 2 tours successifs. Prenez ensuite la grande boucle avec votre main droite et superposez-la en dessus de la petite. Enfin, prenez la partie la plus fine de votre cravate que vous passez dans vos 2 boucles superposées, puis tirez et ajustez. Et voilà, très simple, n'est-ce pas? Chères dames, vous avez désormais de quoi porter un coup de main à vos tendres époux pendant qu'ils s'empressent à être prêts pour le boulot. Comment nouer une écharpe ou un foulard de façon esthétique? Commençons par le nœud simple, le plus facile. Mettez autour de votre cou l'écharpe et tournez simplement. Le nœud bretzel. Pliez l'écharpe en 2 et passez-la autour de votre cou. Prenez un des pans de votre écharpe et passez-le à l'intérieur comme ceci. Faites un tour et passez l'autre pan à l'intérieur également. Cela vous donne ce joli nœud. Le nœud chaîne. Pour le réaliser, vous pouvez utiliser un foulard ou une écharpe. Pliez-le en 2. Passez un des pans à l'intérieur, prenez votre main opposée et passez le pan dans l'ouverture. Ensuite, ajustez. Zoom à présent sur le nœud bobine. Pour cela, vous aurez besoin d'un foulard de forme carrée, plus ou moins grande. Joignez les 2 coins. Cela forme un triangle. Repliez la pointe et tournez. Prenez ensuite le foulard et placez-le autour du cou. Saisissez un pan et tournez-le autour de votre tête. Enroulez un côté tout autour et passez-le à l'intérieur, puis ajustez. Et voici un joli nœud bobine. Essayons à présent le nœud cow-boy. Pour cette forme de nœud, vous aurez également besoin d'un foulard carré. Rabattez les 2 coins pour que cela forme un triangle. Prenez votre triangle et passez-le à l'avant. Tournez-le autour de votre tête et prenez les 2 pans. Faites un nœud sur un des côtés. Passez l'autre pan par le haut et tirez vers le bas. Cela forme un nœud coulissant. Ajustez-le à volonté pour vous donner un autre style. Testons à présent le nœud cravate. Une écharpe ou un foulard ferait l'affaire. Joindre les 2 pointes pour former un triangle. Rabattez la pointe à l'intérieur et enroulez. Puis passez-le autour de votre cou. Faites un nœud simple sur un des pans. Saisissez l'autre partie
et glissez à l'intérieur. Tirez et c'est fait. Ce nœud est coulissant. Créez-en autant de styles que vous désirez. Vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. Si votre foulard est assez long, vous pouvez l'enrouler une fois autour de votre tête et refaire le même système. Faites un nœud et passez l'autre partie à l'intérieur de ce nœud. Vous avez un joli nœud cravate double. Et voilà quelques façons de nouer votre foulard ou votre écharpe de façon esthétique. Recettes et astuces, ça se passe sur Boulevard des Femmes. Merci de votre attention. Eh oui, Madame Badarou, recettes et astuces, ça se passe sur Boulevard des Femmes. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé. Vous aimez bien le foulard au cou aussi? Bien sûr. Et puis moi, je suis foulard, je laisse plus la tête nue depuis que j'ai fait mon âge. Donc, les nouages de foulard, j'aime bien ces tutoriels-là. Et vous avez vu, là, même je suis arrivée, j'ai toujours mon foulard. Parce que c'est toujours utile pour une femme. Bon, maintenant, c'est à votre tour, hein? C'est à notre invité de nous faire maintenant un cadeau. Vous voulez bien? D'une astuce, c'est ça? Bon, on va pas... Peut-être on en viendra, mais juste, nous voulons d'abord votre autorisation pour vous taquiner un peu. Alors, on peut y aller? Vous nous autorisez? J'ai la trouille, mais j'autorise quand même. Et c'est parti pour Coquine et Taquine. Aladja Alimatou, c'est bien votre prénom? Oui. Mais quel est le petit nom coquin par lequel votre partenaire vous appelle? Oh. Waouh. Je m'y attendais pas. C'est pour ça la rue s'appelle Coquine et Taquine. Et donc c'est là que vous êtes allé directement quoi? Bon, vous m'avez donné l'autorisation de vous taquiner. C'est chéri. Sauf qu'on ne ment pas, on dit la vérité. Elle a lâché le mot. Ah oui, j'ai pas entendu. C'est simplement chéri. Chéri. Et vous l'appelez comment? Mon amour. Wow. C'est formidable. Bien d'abord. C'est formidable. Mais là, il y a une épreuve là, Ghislaine. Bon, bien évidemment, quand je ne suis pas content, je ne dis pas ça. Ça dépend donc des humeurs. Des humeurs. Alors, quel est votre genre de film préféré? Vous aimez les séries X ou les films d'action? J'aime les films d'action. Ah, parce que vous êtes une femme d'action. Ouais, c'est peut-être ça. Vous aimez les films de guerre? Quel lien? Non, pas les guerres. J'aime les films d'action et surtout les films d'amour. C'est pas X, hein, mais les histoires d'amour qui font rêver, qui font voyager, oui. J'aime bien ça. Ah, on a une dame de Je rêve. suis une Qui rêveuse. font du rêve. Elle en vend juste à côté. On a une dame qui vend du Parce rêve que ici. j'étais une accro des arlequins. Oui, Ah, le je quai. Les nous deux, les lancers colores à l'époque au collège. Donc, bon, j'aime bien rêver les histoires d'amour. Mais vous êtes une femme combattante, vous êtes une femme intrépide et vous avez sûrement peur de quelque chose. Vous avez peur des insectes? Oui, c'est possible. Comme toute femme. Oui, comme toute femme, surtout que moi, je suis très allergique. Vous avez peur du noir? En réalité, je n'ai pas peur du noir, mais depuis le moment quand je dors sous le noir, je fais des cauchemars. Donc, j'aime bien avoir un peu de lumière. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie? C'est de perdre le contrôle de ma raison. J'ai peur de ça. Et comment ça se manifeste cette peur? Et je ne veux pas qu'on contrôle ma raison. Je ne veux pas qu'on me contrôle, en fait. Je veux pouvoir avoir les pieds sur terre et être consciente de ce que je fais à chaque fois. Parce que si je perds le contrôle, je pourrais pécher. Et donc, j'ai peur de pécher, j'ai peur de la colère de Dieu, j'ai peur de ne pas contrôler mes émotions. Donc, je veille souvent à ça. C'est pour ça que je suis souvent en alerte parfois. C'est pas habituel, c'est une belle crainte, moi, je trouve. Ben voilà, Mirabel, Anita,
Oui, belle émission, Ghislaine. Nous avons eu du plaisir à vous avoir sur ce plateau. Merci, moi aussi. J'ai pas envie que ça s'arrête. Je vais rester avec vous jusqu'à... Ben, malheureusement, c'est 52 minutes. Les Oui. 52 minutes s'écoulent très vite. Et nous avons vraiment eu du plaisir à partager avec vous ces quelques instants où nous avons fait le tour des questions des droits des femmes, et notamment de la nuance à faire entre l'égalité, la parité et le respect de nos droits. Nous avons surtout compris qu'il faut qu'on lutte, que la femme elle-même doit déjà apprendre à connaître ses propres droits et à militer, à lutter pour ses droits. Et à également assumer ses devoirs. Tout à fait. C'est très important. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. J'espère que vous avez toujours aimé. Anita est là, Mirabel est là et je suis là. Toute l'équipe de Boulevard des femmes est là pour vous servir et sous la houlette et le guide de notre réalisatrice en chef, Christelle Sabouran, qui a guidé toute cette équipe. Et je dis merci à toute l'équipe de la réalisation à travers Christelle Sabouran. Merci à chacun et à tous et à très bientôt.